Bonjour à tous et à toutes, nous voilà de retour sur la chaîne des partages de lecture et nous allons continuer la série sur le livre de Monsieur Aimé Bill nommé Dutroux, l'enquête assassinée, révélation d'un gendarme écarté de l'enquête. Nous avions vu la préface et le début de l'affaire, donc c'est-à-dire que l'auteur en venait, racontait les débuts de Monsieur Dutroux pour bien expliquer qu'il était connu des services de police avant l'affaire qui porte son nom. Et nous avions cité quelques exemples assez évocateurs de la renommée de ce monsieur au sein des services de police. Pour vous faire un rappel, il avait déjà eu 7 condamnations pour des affaires de V, hein. Vous savez quel mot je veux dire qui commence par V, mais qu'on peut pas dire sur YouTube. D'ailleurs, j'espère que les épisodes précédents ne se feront pas strike. Et de séquestration. Donc 7 condamnations pour V et séquestration, soit les deux à la fois, soit un seul chef d'inculpation. Mais bref, il était connu. Donc ici, on va continuer. Et on arrive au moment où Monsieur Aimé Bill rentre dans l'enquête. Enfin, un peu après, parce que ça avait commencé avec, comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, l'affaire au niveau bancaire, parce que lui, il s'occupait des affaires financières. Donc voilà, ça commence avec les témoignages de X1, dit Régine Alouf. Si vous ne connaissez pas cette femme, je vous invite à regarder l'interview entière qu'elle a fait pour la chaîne de TV flamande VRT. Je pense que c'est le nom de la chaîne. En tout cas, si vous tapez Régine Alouf sur YouTube, vous devriez trouver ça assez facilement. Donc voilà, on est parti. Installez-vous bien et préparez-vous à entendre des témoignages assez choquants. Si vous n'êtes pas prêt, n'écoutez pas l'épisode parce que celui-là il va être un peu compliqué étant donné qu'elle va nous décrire certains faits. C'est parti. Premier témoignage de X1. Gendarmerie de Bruxelles, 20 septembre 96. La jeune femme désignée par le nom de code X1 est venue ce vendredi soir à la gendarmerie. Patrick de Batz et Philippe Huppé ont été la chercher en voiture à son domicile. Ils se sont installés dans la salle dédiée à l'audition des victimes de violences sexuelles, moins austère que les salles d'interrogatoire habituelles. Il est tard, et les immenses locaux de la rue de Louvain sont plus calmes qu'en journée. Même si une gendarmerie ne s'éteint jamais vraiment. Dans le relatif silence de la soirée, les mots de X1 ouvrent les portes d'un autre monde pour les hommes qui l'écoutent. Elle entame son récit posément d'une voix douce, presque enjouée. Elle est née à Gand, mais quand elle a eu 18 mois, la jugeant trop difficile, ses parents l'ont confiée à sa grand-mère maternelle. Elle a alors été élevée à Knock, au bord de la mer, jusqu'à ses 11 ans. La grand-mère, veuve d'un commissaire de police, vivait là dans une belle villa, et dans une certaine aisance financière. Elle pouvait être accueillante et avenante, elle fréquentait du beau monde. Mais à Knock, on raconte à demi-mot qu'elle avait été la maquerelle de 2 bordels en bord de mer pendant la guerre, et qu'elle savait être dure. D'après X1, cette femme savait parfaitement préparer les enfants à la prostitution, et l'aurait initiée dès sa petite enfance. X1 racontera plus tard que les méthodes de conditionnement psychologique employées par sa grand-mère, culpabilisation, isolement, refus d'accorder de la chaleur et de l'attention à sa petite fille si celle-ci n'obéissait pas aux ordres. Comme tous les enfants de son âge, X1 était scolarisée. Mais après l'école, elle avait des clients à satisfaire, souvent plusieurs dans une demi-journée, dans une même journée. Quand je rentrais, la clé de l'une des 9 chambres que comptait la villa pendait à un petit crochet. Et là, il y a une note de bas de page stipulant les dossiers X, ce que la Belgique ne devait pas savoir sur l'affaire Dutroux, écrit par Annemie Bulté, Douglas de Koning et Marie-Jeanne van Heeswijk, édition EPO 1999. J'ai pas encore lu ce livre, et il me semble qu'il est assez dur à trouver, mais j'aimerais bien le faire. Et je sais qu'on peut trouver les témoignages X sur internet. J'avais déjà commencé à les lire, mais c'est très compliqué parce que ce qu'on y lit, c'est vraiment hardcore, c'est vraiment trash. Donc voilà. Je continue. En plus d'un goût pour les enfants, certains clients ajoutaient des pratiques sadiques. C'est la grand-mère qui fixait les limites. Ce soir-là, X1 ne parle pas que de sa grand-mère. Elle décrit tout un réseau de prostitution et mentionne la présence d'autres enfants. Elle donne des prénoms.
jamais les noms de famille. Les enfants étaient sollicités pour participer à des films et pour se rendre à des soirées, où plusieurs adultes, en général une petite dizaine, les attendaient. Lors de ce premier entretien avec les gendarmes, X1 tente de leur brosser un tableau un peu général du sujet, de leur expliquer comment fonctionne le milieu. En fait, je cherchais une façon de m'en débarrasser après une seule audition, se souvient-elle plus tard. Je voulais seulement leur raconter comment fonctionne un réseau de prostitution enfantine, quels en sont les codes internes, comment on amène les victimes à continuer à se taire pendant toute leur vie. Je n'imaginais pas qu'ils s'intéressaient à mon propre passé. Ces propos-là, que j'ai lus, donc là je sors du livre, les propos qui sont relatés ici, ils sont issus des dossiers X, qui sont trouvables sur internet comme j'ai dit. Bon, excusez-moi, j'ai fait une petite pause parce que, pour tout vous dire, je suis en train d'enregistrer sur ma terrasse et il y a des pigeons un couple de pigeons qui fait beaucoup de bruit. Donc j'ai dû les interrompre. Je continue. X1 dit connaître Michel Nioul et donne des preuves. Mais les deux gendarmes, Patrick et Philippe, n'entendent pas en rester à des considérations générales. Ils insistent pour avoir des informations détaillées, ce qui rend parfois l'entretien tortueux. Là, ce sont des échanges. Donc, c'est parti. À cette période, chez ses clients dans les environs de Gand, y avait-il aussi des personnalités? C'est difficile à dire quand ils ne sont pas habillés. Oui, et tous les derrière nus se ressemblent. Ah oui, quand on ne voit pas leur tête, oui. Oui, je sais bien, mais... Oh, en fait, je ne pourrais pas le dire. Il y avait un tas de gars qui savaient bien causer et radoter sur tout et n'importe quoi. Mais s'ils étaient importants, enfin des personnalités... Avez-vous pu identifier des gens? Donc, quand vous étiez plus âgé, vous disiez vous, oui, ce type-là, sa tête me dit quelque chose, ou je l'ai eu comme client. Oui, mais ça n'a rien d'amusant. On l'oublie tout de suite, et c'est encore tellement gênant parfois. Parfois je me disais, nom de Dieu, regardez-moi ça. Mais à peu près une demi-heure plus tard, j'avais déjà oublié. C'est pénible. Cela rend les choses plus frustrantes pour moi. Je veux dire, j'aimerais tant vous donner les réponses, oui, mais malheureusement ce n'est pas le cas. La plupart du temps, elle ne connaît que les autres victimes ou les clients que par des surnoms ou des prénoms. Mais deux personnes sont facilement identifiables pour elle, Michel Nioul et Annie Bouty, dont les visages ont fait le tour des médias avec l'affaire du trou. Nioul lui fait peur. Elle le décrit comme violent et adepte des jeux de pouvoir. Un des plaisirs est de voir les filles se débattre, comme dans un viol, dit-elle. Sur les photos qu'on lui présente, X1 identifie une jeune femme de 15 ans, Nathalie W, comme une des petites victimes de l'époque. Or, Nathalie est justement venue témoigner de faits similaires à ceux que dénonce X1 à la gendarmerie. X1 ne l'a pas croisée lors de sa venue, et quand bien même, Nathalie W adulte ne ressemble plus à la jeune fille de 15 ans des photos. Cette identification semble donc corroborer les récits des deux femmes. C'est pourtant pas ce qui retiendra le plus l'attention des gendarmes ce soir-là. Ils prennent note d'une description assez précise d'un des lieux où l'emmenait Nioul. Ils procéderont à une vérification quelques jours plus tard et la description s'avérera correspondre au logement de Annie Bouty, au début des années 80. Patio intérieur, antiquité, disposition des escaliers, grillage en fer forgé, tout y est. X1 identifiera également la rue et la façade de ce logement. À partir de là, Patrick Debatz et Philippe Huppé tendront une oreille très attentive aux propos de X1. Ici, je fais une petite parenthèse parce que je ne sais pas s'ils vont le dire dans l'ouvrage plus loin, et dans tous les cas, je ne vais pas vous lire tout l'ouvrage parce que, comme je vous ai déjà dit, il fait plus de 500 pages. Mais Annie Bouty, c'était une des petites copines de Monsieur Nioul qui s'était fait attraper pour trafic d'êtres humains. Enfin, en tout cas, elle travaillait avec des gens en situation illégale en Belgique et... Elle leur demandait de l'argent pour leur faire soi-disant des faux papiers qu'elle leur donnait que trop rarement, voire jamais. Elle s'est fait arrêter pour ces raisons-là. Et il me semble que l'avocat qui l'a défendu est Monsieur Van Espen. Mais il faut vérifier mes dires. Je vous invite à vérifier. Donc voilà. Et Nathalie W, l'autre témoin avec qui les déclarations concordent avec celles de X1, c'est une dame, si je me souviens bien, qui avait témoigné que son père faisait partie du Rotary Club de Waterloo et qu'elle abusait de lui étant enfant et qu'il
qu'elle le ramenait à certaines petites soirées, si vous voyez ce que je veux dire. Mais encore une fois, n'hésitez pas à vérifier ce que je dis. C'est le but de ces émissions, c'est d'éveiller la curiosité et que les gens fassent leurs propres recherches. Donc voilà, je continue. Le chapitre s'appelle « Va-t-on prendre au sérieux le témoignage de X1 ?» Nous sommes à la gendarmerie de Bruxelles le 20 septembre 1996 et c'est Patrick de Batz. Patrick de Batz approche l'affaire prudemment et méthodiquement. Il sait que ce genre de récit peut être accueilli avec scepticisme. X1 elle-même avait déjà tenté de témoigner à 2 reprises à la BSR de Gand en 88 et puis en 92, sans aucune suite à ses déclarations qui avaient paru trop délirantes aux gendarmes qui l'avaient reçues. Ici, il y a 2 notes de bas de page, donc la source pour dire qu'elle avait déjà témoigné, ce sont les PV d'époque qu'ils ont retrouvés. Et ensuite, il y a une note qui dit « Les précédentes tentatives de témoignage de X1 concourent à montrer que ce n'est pas Patrick de Batz qui a inventé X1, comme il en sera accusé par la suite. » Et moi, je ferai une petite parenthèse pour dire que déjà, la police, elle a raté son travail si elle décide de ne pas investiguer sur des déclarations parce qu'elle les juge trop délirantes. Enfin, voilà. Après, ce n'est que mon avis. Je continue. Mais là, en septembre 96, le contexte est différent. On a déterré 4 jeunes victimes il y a moins d'1 mois sous les yeux de la Belgique médusée. X1 témoigne à la suite d'un appel à témoins lancé par le juge d'instruction. Et pas n'importe lequel. Le juge Conrot, qui jouit d'une solide réputation en Belgique après avoir dirigé l'enquête ayant permis de retrouver Sabine et Laetitia vivantes dans une cave de Dutroux. Et X1 est reçu à la gendarmerie à la requête de ce même juge. Ajoutons que l'homme qui la reçoit en a vu d'autres. S'il sait que certains témoins peuvent fabuler, Patrick sait aussi, comme il le dira lors d'une interview, de quoi l'homme est capable. Et il y a une note de bas de page. Ouais, c'est pas intéressant, c'est une source. Bref, par le passé, il a vu de ses propres yeux quelques-unes de ces photos et vidéos pornographiques infantiles, mettant en scène des bébés de quelques mois. Parfois, l'histoire ne s'arrête pas à la fin du film. Les acteurs peuvent un jour revenir et s'asseoir devant lui, comme peut-être ce soir de 20 septembre à la gendarmerie rue de Louvain. Ce sont sans doute ces expériences qui, dès la première audition, le poussent à s'entourer de précautions assez exceptionnelles. Il en a en tête les failles de procédure qui pourraient permettre de disqualifier les entretiens et permettraient à un tribunal de les déclarer irrecevables. Il sait aussi qu'il faut pouvoir séparer dans les déclarations du témoin les informations apportées spontanément de celles qui peuvent avoir été induites par les questions des interrogateurs. Et bien entendu, prouver tout cela. Ensuite, il nous explique du coup avec quelle rigueur les entretiens étaient faits. Tout était filmé. Ensuite, les entretiens étaient traduits en toutes les langues de la Belgique, il me semble, hein. Dans les 3 langues, le néerlandais, le français et l'allemand, par des traducteurs assermentés. Ensuite, les cassettes étaient mises sous coffre. Enfin bref, c'était pas des blagues, c'était pas du... Ils rigolaient pas, ils étaient très 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 sérieux avec cette affaire-là. Maintenant, je vais vous lire le second témoignage de Régine Alouf, alias X1, qui a lieu à Bruxelles le 29 septembre. Donc, lors de la seconde audition, X1 remet aux enquêteurs une série de cahiers. Ce sont ses journaux intimes rédigés entre 89 et 93, soit de ses 20 à 24 ans, où elle reprend une partie de son vécu. Une analyse du papier et de l'encre montrera qu'ils ont été rédigés bien avant que l'affaire Dutroux n'éclate, ce qui permet d'établir que les faits ne sont pas inspirés de récentes sorties médiatiques. Là, je fais une parenthèse, parce que même si ça avait été inspiré, comment voulez-vous décrire parfaitement un logement qui n'a jamais été montré par les médias ou décrit par quiconque ? C'est impossible, c'est obligé d'y avoir été pour pouvoir décrire le logement de l'extérieur et de l'intérieur parfaitement. Je poursuis. De sa vie à Knock, elle évoque ce soir-là un épisode particulièrement sordide qui se répétera dans le temps. Des scènes filmées de V par des chiens. La première fois, X1 s'est défendu et a été mordu au visage par un berger allemand. Par la suite, la grand-mère de X1 a pris soin d'attacher plus fermement sa petite fille. Dans les auditions suivantes, X1 reparlera de ce genre de pratiques qui se sont poursuivies au fil des ans. Ce sera une des premières évocations d'un lien entre Dutroux et le réseau de prostitution dont elle a été victime. Présent à ces séances,
il aurait fait participer ses propres chiens. X1, creusant dans sa mémoire, retrouvera le nom probable d'une de ces bêtes. Or, cette information n'était pas connue de la presse et du grand public, et les enquêteurs ont dû aller vérifier à la source, directement auprès de Dutroux. Petite parenthèse, donc là, Madame Louf, Regina Louf, a cité le nom des chiens de Dutroux. Mais alors que, pour la justice, elle n'est pas crédible. Hein. Pour elle, pour la justice, elle ne connaît pas Dutroux, ils ne se connaissent pas, les réseaux n'existent pas. Mais pourtant, elle sait quand même citer le nom des chiens de Dutroux, qui étaient Brutus et Maximus. Quelque chose comme ça. En tout cas, il y en a un qui s'appelait Brutus, pour ceux qui veulent savoir. Je continue. X1 a été renvoyé vivre avec ses parents à Gand, à l'âge de 11 ans. Quelque temps après son retour au foyer, sa mère lui présente un homme d'une quarantaine d'années. « À partir de maintenant, tu appartiens à Tony », dit-elle à sa fille. Et là, la source, c'est le livre de Regina Louf, « Silence, on tue des enfants », sorti en 2002 aux éditions Molls. Je continue. X1 raconte que Tony, en plus d'avoir des relations sexuelles avec elle, deviendra son proxénète. Il la louera dans des soirées sadomaso et la conduira régulièrement sur des tournages. Ce soir-là, elle donne également plusieurs noms d'hommes politiques qu'elle identifie comme des clients. Pour certains, elle explique comment ils se retrouvaient piégés. Il y en avait même qui ont été roulés, dans le sens où il y avait des personnes présentes qui ne savaient pas dans quoi elles se lançaient. Ça se voyait déjà rien qu'à leur réaction, à la nervosité et au malaise. Enfin, toutes ces choses. Elle expose là un des mécanismes fondamentaux du fonctionnement de ces réseaux. Faire chanter des personnes influentes avec des images et des vidéos compromettantes. Si je fais une parenthèse, est-ce que ça vous fait penser à une affaire plutôt récente qui finit par Stein et dont le nouveau président des États-Unis a fait toute sa campagne politique en disant qu'il allait sortir le dossier et maintenant il nous dit que c'est faux, le dossier n'existe pas et je ne sais quoi. Et il gracie des pédocriminels grâce à sa place de président. Bref, parenthèse fermée, on continue. Les enquêteurs questionnent aussi X1 sur sa famille, intrigués par l'absence de réaction du père, la complicité de la mère et le rôle de la grand-mère. D'après elle, ses parents étaient au courant et même partie prenante, mais elle reste évasive et cherche plutôt à les protéger. Le sujet est sensible. Dans ses cahiers rédigés quelques années auparavant, on peut lire « J'aimerais bien aller chez les flics, mais je ne sais pas comment faire. Je ne veux pas impliquer papa et maman. » Point final. Donc, petite parenthèse, ici, je pense que pour n'importe quelle personne qui n'a pas vécu ça, c'est impossible de s'imaginer l'enfer que ça doit être, que d'être mis dans des situations comme ça par sa propre famille. J'ai même pas les mots. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Et dire que tous ces gens n'ont pas été punis par la loi. Ou plutôt tout simplement que la justice n'a pas désiré poursuivre et n'a pas fait d'enquête sur ces faits. C'est dégueulasse, c'est dégoûtant. Et au chapitre suivant, on nous parle de Monsieur Nioul, qui s'est balancé lui-même en fait. Donc je vais citer ce qu'il a dit auprès de la police. Il a dit « J'ai connu Jean-Claude Van Espen », donc Jean-Claude Van Espen c'est le juge d'instruction en charge de l'affaire de la Champignonnière. Champignonnière, c'est l'affaire où la petite Christine Vannès, paix à son âme, s'est fait assassiner et torturer avant d'être assassinée et retrouvée morte brûlée à Etterbeek. Il a dit « J'ai connu Jean-Claude Van Espen à l'époque où il était collaborateur occasionnel du cabinet d'Annie Bouty et de Philippe Deleuze. C'est plus tard que sa sœur, épouse de Philippe Deleuze, est devenue la marraine de mon fils, Jean-Michel. Il est devenu magistrat à l'intervention de Paul van den Boeynants. Philippe Deleuze était intervenu en sa faveur. » Donc voilà, ici on a quelqu'un qui nous cite des petits réseaux d'amis qui se promeuvent entre eux à des hautes places. Si on se rappelle de la page précédente que je viens de lire, ça peut être une piste à suivre. Est-ce qu'ils se rendent des faveurs parce qu'ils se tiennent par des secrets, ou est-ce que c'est juste parce qu'ils s'aiment bien ?
Voilà, donc ici, Monsieur Newell nous cite Van den Buynan, qui est aussi cité maintes et maintes fois dans les dossiers X, ainsi que dans les tueries du Brabant. Mais bon, ça c'est un autre dossier. Voilà, Philippe Deleuze, c'était un politicien du Parti Socialiste, il me semble. En tout cas, c'était un politicien qui s'est fait attraper aussi pour des affaires de détournement de fonds. Enfin bref. Voilà, ces gens-là se tiennent, peu importe par quel secret ils se tiennent, mais c'est possible que dans le tas, il y ait de la compromission sexuelle avec des mineurs, voilà. Sauf qu'on ne pourra jamais le savoir, étant donné que la justice a décidé que c'était pas crédible. À vous de me dire, quand vous lisez simplement, quand vous écoutez ces quelques pages, ces quelques récits, est-ce que pour vous ça paraît incroyable ? Vous me direz en commentaire pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de cet épisode. Donc voilà, ensuite Newell s'est un peu rétracté. Il dit oui, non, mais non, Jean-Claude Van Espen est un perfectionniste, il aime aller au bout des choses. Il nie la question, quoi. Il se rend compte qu'il en a déjà dit trop et donc il s'arrête là. Voilà. Et moi aussi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, puisque ça fait déjà plus de 20 minutes et que j'ai décidé de ne plus faire des épisodes au-delà de 20 minutes. Donc voilà, merci d'avoir écouté et on se retrouve dimanche prochain pour la suite. Une bonne journée, un bon dimanche et une bonne semaine. Au revoir.